Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Arc, donc Azure Arc, le portfolio de solutions hybrides de Microsoft Azure. Et dans cette vidéo, eh bien, je suis accompagné de Frédéric. Bonjour Frédéric. Salut Stanislas, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et comme je le disais, effectivement, on va parler de Arc et plus particulièrement, on va parler un petit peu des données qu'on peut obtenir grâce à des systèmes qui sont nativement intégrés à Azure au travers de Arc. Et donc, tu vas nous montrer un petit peu comment on va pouvoir traiter ces données, les exposer de manière assez sympathique au travers de ce qu'on appelle les workbooks et également tout ce qui est, on va dire, requête de type Cousteau. Eh bien, c'est parti. Frédéric, je vais te passer la main. Et Mhm. tu vas nous expliquer un petit peu aujourd'hui ce qu'on sait faire nativement euh, dans le portail d'Azure avec ce qui est fourni par les équipes produits. Et puis en fait l'étape suivante qui est à mon avis celle qui est beaucoup plus intéressante. Très bien. Bon, pour contextualiser un petit peu ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, en effet, on est amené à faire un certain nombre de projets avec les clients et on est amené à faire des choses qui vont un petit peu plus loin simplement que le portail Azure. Et c'est vrai que les workbooks sont très intéressants et notamment lorsqu'on passe de client à client avec différentes problématiques, bien on est en mesure de préparer le travail à l'avance et d'aller vraiment maximiser du mieux possible les données qui sont collectées et ensuite l'intérêt qu'on va en tirer. Donc, dans un premier temps, juste pour vous montrer un petit peu la face un peu cachée du lab, donc j'ai un lab assez classique qui tourne sur des machines virtuelles, pour partie voilà, sur mon ordinateur personnel et pour partie dans Azure. Vous voyez ici un certain nombre de machines, dont certaines qui sont éteintes évidemment pour des raisons d'optimisation. Et l'une des beautés évidemment de Azure Arc, et Stanislas a plein de vidéos sur ce sujet, c'est évidemment que si je vais cliquer une machine, voilà, enregistrée préalablement via Azure Arc, qui n'est donc pas dans Azure, eh bien, on va être capable non seulement de la voir et donc d'en avoir la liste, mais également, lorsqu'on va cliquer dessus, d'avoir évidemment tous les détails avec un certain nombre de choses intéressantes comme le tag, comme les tags que vous voyez ici, où on va simuler leur localisation, évidemment en Grèce. Donc tout ça, je vous présente rapidement, parce qu'on va le voir évidemment dans les requêtes Cousteau. Et évidemment, le portail Azure Arc est déjà très très intéressant. On a des choses voilà, comme des vues un petit peu sommaires de la localisation de ces machines. Vous voyez ici, il utilise bien l'adresse IP de la machine. Et il y en a beaucoup qui sont évidemment dans cette région Ouest Europe. Et on va voir évidemment comment aller un petit peu plus au-delà. Et donc, encore une fois, de maximiser l'ensemble des données qui sont collectées à travers l'ensemble des composants que on va activer au-dessus de Arc et qui sont des composants natifs d'Azure, au bénéfice évidemment de machines qui ne sont pas dans Azure, soit sur du on-prem, soit dans d'autres clouds. On rappelle quand même qu'effectivement le but de Arc est de entre guillemets, de faire une sorte de digital twins, mais une représentation logique dans Azure sous la forme d'un objet dans l'inventaire d'Azure, de ressources qui sont externes au sens physique, hein, elles ne sont pas dans nos data centers, mais soit dans le data center de nos clients, soit dans les data centers d'autres fournisseurs de cloud. Mais l'idée, c'est d'avoir une représentation effectivement logique de l'objet pour la mettre dans l'inventaire et du coup pour pouvoir ensuite l'attacher à d'autres services Azure, la manager depuis Azure. Et du coup, si c'est dans l'inventaire, du coup, vous pouvez logiquement penser effectivement qu'on va parler de graphes, que si les données sont renvoyées dans les puits de log, on va parler de Cousteau. Et en fait, tout le but, c'est de dire, OK, je traite finalement ces machines hors de Azure comme des machines ou des clusters, comme des ressources Azure. Et donc, du coup, je vais aller traiter la donnée comme je la traiterai sur les environnements qui tournent dans Azure. Et donc, cette information-là, je peux la matérialiser et donc, du coup, en tirer de la valeur. Donc, pour bien insister, le petit cas que tu nous as montré tout à l'heure, c'était un exemple. Ça montrait par exemple la localisation des ressources, mais cette localisation était juste basée en fait sur les ressources groupes auxquelles appartiennent effectivement les ressources. Là ici on voit effectivement les types, là c'était des serveurs Arc. Et on a deux trois informations. C'est très très basique ça, donc on le montre une fois, c'est rigolo. Dans la réalité, on va plutôt faire ce que tu vas nous montrer juste après. Exactement. Et le point important que tu as dit, Stan, et sur lequel je voulais revenir, c'est vraiment la capacité d'avoir la même politique de monitoring, de bonne santé, de sécurité pour ces machines, que ce soit des machines Windows, Linux, des conteneurs Kubernetes, peu importe où elles se situent, on-prem, dans d'autres clouds, dans Azure, on a une seule politique de sécurité, elle s'applique à tout le monde, et c'est vraiment l'objectif voilà, de Arc, ce qu'on appelle Policy Based Management, c'est vraiment un élément très très important.
Alors, je pense que dans un premier temps, très rapidement, je vais montrer voilà, ce qu'est un workbook, hein. Donc, un workbook, c'est un rapport. C'est le nom interne à Azure. Pour créer un workbook, bon, il y a différents composants dans Azure qui ont un petit onglet ici, workbook. Ici, je suis allé sur un puits de données log analytique. Il suffit de faire nouveau. Vous allez créer un nouveau workbook. On a une interface, on va dire, assez simple, dans laquelle on va être capable d'ajouter un certain nombre d'éléments. Ces éléments, vous avez ici dans le petit menu. Je vais vraiment ultra rapidement sur la présentation des workbooks. On va pouvoir ajouter des zones de type texte, hein. C'est un peu comme un hamburger. On va empiler les différentes choses. On a la possibilité de créer des objets avec des liens, avec des tabulations, bref, un certain nombre de choses. Vous verrez tout à l'heure dans la démo, on peut rajouter des paramètres qui seront ensuite utilisés dans le cadre de requêtes. Et deux choses importantes, évidemment, les requêtes elles-mêmes, hein. On va être capable de requêter des puits log analytics et également du graph, c'est-à-dire des données qui sont vraiment stockées dans Azure. Et puis, et vous allez voir, c'est un des intérêts de ce que je vous montrerai après, c'est la possibilité de regrouper X requêtes, par exemple, autour d'une thématique. Et donc, on appelle ça un groupe. Et vous verrez, le groupe, on va pouvoir le maximiser, le minimiser. Donc, c'est assez pratique pour faire fonctionner les choses. Et donc là, dans cette démo ultra rapide, hein, vous voyez ici, on a fait un nouveau workbook. Et ici, on a une requête qui apparaît. On va être capable de coder sa requête. Et puis ensuite, on va le sauvegarder. On va l'appeler voilà, DemoStan. Et on va être capable plus tard de le réutiliser. Donc c'est assez pratique, c'est quelque chose d'assez universel. Et ensuite, voilà, on va pouvoir le déléguer avec des droits airbag et ainsi de suite. Donc le workbook devient une ressource qu'on va mettre dans un ressource groupe Azure et qu'on pourra réappeler après. C'est ça? Exactement. Et pour aller juste légèrement plus loin, la requête, évidemment, elle peut servir à afficher des données, mais elle peut aussi servir à déclencher des alertes, hein. Ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais vous voyez, cette requête Cousteau est assez importante, qu'on va pouvoir l'utiliser de différentes façons. Ce que je voulais juste vous montrer avant de passer à la vraie démo, c'est que vous avez un petit bouton ici assez particulier, voilà, le Advanced Editor, et quand vous cliquez dessus, en fait, il vous montre la structure, la façon dont est stocké le rapport que vous avez créé via l'interface graphique. Elle est stockée de façon, voilà, avec une structure JSON. Alors, l'objectif, c'est pas de compliquer encore plus les choses, hein. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que cette partie, on va voilà, l'effacer complètement. Et avant de passer à l'étape juste d'après de la démo, vous expliquer un petit peu le contexte. Le pire des cas consisterait à dire à un client ou à une équipe, maintenant que vous avez déployé Arc, maintenant que vous avez déployé des super logiciels comme Log Analytics, comme les policies et ainsi de suite, avant de voir ces données-là, certes, il y a des interfaces graphiques, mais avant d'aller plus loin, vous êtes obligé d'apprendre tout le requêtage Cousteau, de créer des rapports. Ça peut prendre du temps. Et moi, dans mon activité au quotidien avec les clients, je ne vais pas passer 3 heures à recréer from scratch, à former les gens et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est complètement d'inverser la thématique, c'est d'arriver avec un gros workbook avec plein d'exemples, qui est bien structuré et ainsi de suite, comme étant une base de travail. Et ensuite, sur la base de la réalité du projet, du client ou du périmètre, on va pouvoir adapter ce workbook et faire son propre workbook, voire même l'éclater en sous-parties et ainsi de suite. Donc bref, on va partir d'une base vraiment déjà installée, on va déjà valoriser la donnée et ensuite on va être capable de faire quelque chose de spécifique. Donc ce que je vais vous montrer là est disponible sur mon blog, en fait. Vous pouvez le télécharger, vous allez gagner énormément de temps. Je l'ai ici sous forme de texte. On mettra le lien directement dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller le chercher en direct. Donc là, je l'ai téléchargé, hein, voilà, j'ai un fichier texte qui est récupéré, je fais un simple select all copy, je fais un paste, je fais un apply, voilà. Et là, alors ça peut paraître juste quelque chose qui s'affiche, mais en fait, vous avez déjà de préparamétrer pour vous un rapport très structuré avec une introduction, avec des sections que je vais vous décrire juste après, de type présentation, avec des sections qui sont spécifiques avec des requêtes autour de l'analyse des coûts, c'est très important, avec des sections spécifiques pour tout ce qui est analyse du réseau, du trafic inter-serveur, inter-process, qu'on appelle network map, tout ce qui est lié à la sécurité, à l'exploitation de SQL, la partie sécurité au sens large, la partie
partie sécurité au sens de la compliance, ISO 27001 et ainsi de suite, tout ce qui est analyse des logs, tout ce qui est inventaire logiciel, une thématique particulière si vous avez des Azure Stack HCI, si vous avez des machines Linux, si vous avez de l'Active Directory. Donc ce qui est important de noter ici, c'est que derrière se cachent des services Azure qui font ce travail-là, qui collectent ces données, et ici on va simplement montrer comment extraire ces données et en faire un certain nombre de rapports et ensuite, je dirais, l'analyser et le structurer pour que ça corresponde bien au client. Donc là, aussi derrière les deux services qui contiennent ces données, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est l'API, c'est Azure Graph. Donc en gros, toutes les métadatas, il y a des ressources Azure. Hein, quand on crée effectivement un objet Arc, une ressource Arc, elle a des métadatas qui lui sont associées, qui sont exploitables. Et le deuxième, effectivement, c'est le puits de log, Log Analytics, qui est utilisé pour déverser effectivement la métrologie et l'événementiel quand on a installé l'agent de monitoring sur les postes ou les clusters. Un endroit clé, hein, puisque vous savez que vous payez ces solutions la plupart du temps à la volumétrie de données ingérées. Donc maintenant que vous avez des données, l'idée c'est de maximiser voilà, leur valeur pour l'entreprise et faire en sorte que au quotidien, je dirais quasiment heure par heure, vous ayez un intérêt à utiliser ce type de solution. Je finirai une petite démo, vous verrez à travers l'analyse par exemple des compteurs de performance, comment utiliser des variables, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc vous voyez, moi lorsque je suis face à un client, que j'arrive, qui a je sais pas, 50, 100, 200 serveurs Arc qui ont été déployés. Faire un POC sur 20 serveurs, ça n'a pas grand intérêt. Il faut des données. Donc, nous, on recommande au minimum d'avoir une centaine de machines. Sinon, ce n'est pas un POC, c'est un mini-test. Mais en général, moi, je n'interviens pas. Eh bien, j'arrive, je charge en fait ce rapport qui est déjà très structuré. Et ça va me permettre ensuite d'interagir avec le client. Donc, la première chose, alors ça peut paraître évident, mais vous voyez ici, on a des zones format texte dans lesquelles on a mis des petites bannières un petit peu sexy. L'idée, c'est de faire en sorte que ce rapport soit le plus en relation avec le client avec lequel on travaille. Et donc, moi, j'ai eu l'idée, tout simplement, au lieu de mettre voilà, une URL en dur, eh bien, j'ai mis à l'intérieur de cette URL une petite variable qui me permet de passer de client à client. Donc, par exemple, ici, très simplement, si je tape Stan, j'ai créé un client qui s'appelle Stan et automatiquement, on prend les couleurs, évidemment, du web de Stanislas. Ça, je ne t'avais pas prévenu. Non. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'autres surprises. Okay. Juste, effectivement, tu parles de clients parce qu'on travaille tous les deux chez Microsoft et qu'effectivement, on a des clients ou des partenaires. Dans mon cas, moi, c'est des partenaires. Mes clients sont des partenaires. Mais tout ce que tu expliques là, on peut l'imaginer dans un contexte où l'entreprise en tant que telle a déjà déployé du Arc ou a cette volonté d'avoir un inventaire qui soit plus sympa, lié avec effectivement managé depuis Azure. Et on pourrait décliner ça en disant vos clients à vous, qui est une entreprise finale, c'est peut-être vos business units qui sont en intérieur. Et là, vous êtes votre GIE et vous allez pouvoir les aider là-dessus également à mieux voir et à mieux comprendre leurs ressources. Exactement. Des clients de clients. Voilà, les clients de clients. Dans l'Inception. Donc voilà, donc là au début, des choses assez pratiques, hein, des petites bannières pour faire joli, un petit peu de texte. Vous voyez, en éditant le texte avec des conventions de nommage, on arrive à mettre des liens, des choses comme ça. Jusque-là, voilà, rien de très extraordinaire. Vous voyez des boutons apparaître ici, Edit. C'est parce que je me suis mis en mode edit. Si à un moment donné, je voulais vous montrer un petit peu comment on modifie des choses, j'ai déjà prémis le rapport en mode edit. Premier onglet, l'onglet que moi j'appelle Overview. Donc moi, dans ma méthodologie, au-delà de faire des démonstrations avancées, vous allez voir un lab qui est, comme je couvre les pays de l'Est, qui est représentatif de la région que je couvre. Mais souvent, lorsque j'arrive dans une démarche de ce type-là, en amont, évidemment, il y a des réunions de cadrage et je sais un peu à l'avance quelles sont les thématiques que le client voudrait ou l'interne voudrait aborder. Donc, en général, la partie overview, c'est celle que j'adapte un petit peu en mettant les requêtes qui correspondent évidemment aux objectifs du client. Donc là, ça sera une démonstration sur la base du lab que je vous ai montré rapidement. Donc, premier petit exemple tout simple. Donc, comme on a toujours besoin de réviser sa géographie des pays de l'Est, j'ai ici inséré tout simplement une image JPEG, rien de très compliqué. Et la droite, par exemple, par contre, c'est assez intéressant. Donc, j'ai préaffiché les requêtes, hein, c'est une propriété des zones qui s'affichent de pouvoir ou non afficher la requête qui se cache derrière. Et là, vous voyez typiquement une première requête qui utilise du graph. Donc là, je vais requêter Azure, les données d'Azure natives. Et je vais regarder donc, dans les ressources d'Azure. Je mets un certain nombre de filtres. Vous voyez ici, j'ai mis un filtre en disant je veux des machines hybrides, donc en gros des machines Arc, et je veux des objets de type machine, hein, ça pourrait être des clusters
compteur Kubernetes ou autre, et je demande dans ma requête à récupérer en fait un certain nombre de tags, et en l'occurrence, vous l'avez vu tout à l'heure au début de la vidéo, j'ai mis le nom de la ville, j'ai mis le nom du pays, et ainsi de suite. Donc la requête que vous voyez ici, c'est une requête qui affiche le résultat avec un visualisateur de type cartographie et qui me dit, sur la base de mes tags, où se trouvent physiquement ces machines. Donc, vous voyez des machines un petit peu disséminées ici. Vous voyez en Pologne, à Malte et ainsi de suite. Vous voyez 3 machines à Madagascar qui sont en fait voilà, un conteneur Kubernetes, enfin des machines que j'utilise pour du Kubernetes sur ma machine physique. Je les ai excentrées pour des questions de visualisation. Et ici, j'ai un cluster Azure Stack HCI, là aussi qui tourne dans Azure. Hein, c'est pour vous donner une idée. Donc là, vous voyez un premier exemple de requête Cousteau qui va requêter des données issues de Azure et qui affiche avec un visualisateur de type graphique, et ça nous permet de voir un petit peu où se trouvent physiquement les machines. Alors, ça peut paraître simple comme démo, mais imaginez que vous ayez plusieurs data centers dans le monde, du physique, du hosté, chez des partenaires, et puis peut-être plusieurs cloud providers et ainsi de suite. Ben, vous voyez comment très simplement vous allez être capable de visualiser l'ensemble de vos machines au delta près, d'installer l'agent Arc, il vient s'enregistrer et automatiquement ces données vont arriver évidemment dans Azure. Donc là, on regarde vraiment le tag avec le pays. Et là encore, ça fait partie des bonnes pratiques d'Azure, parce que là, on considère que c'est des ressources Azure, de mettre des tags pour contextualiser finalement un système. Là, ici, les systèmes, ce sont des serveurs Arc, mais ça pourrait être des clusters Kubernetes, des bases de données managées Arc ou autre chose. Et c'est important, c'est que tout à l'heure, je disais, la petite carte qu'on a eue, parce qu'on avait vu une petite carte avant, en disant, bon, oui, mais elle ne sert pas à grand-chose, dans le sens où effectivement, elle était créée par rapport à la location des ressources groupes où étaient mises après les machines Arc. Et typiquement, on n'a pas de data center ou de région Azure à Madagascar. Donc, du coup, ce ne serait pas très pertinent dans l'usage. Alors que là, effectivement, là, tu as utilisé, toi, un tag qui est basé effectivement sur le nom. Tu pourrais prendre les adresses, les coordonnées géographiques ou les adresses IP ou autre chose. Et effectivement, il faut imaginer qu'après, son inventaire, là, la carte, on pourrait faire un drill down et se dire, j'ai 3 data centers en France, peut-être répartis, où j'ai 3 sites physiques avec différentes salles, différents data centers. Là encore, on peut avoir une granularité derrière et avoir une vraie notion spatiale, entre guillemets, par ces métadatas, en fait, hein, ces tags, d'où sont les ressources, quoi. Exactement, exactement. Un très gros data center à Brie-sur-Marne qui pour Lab également. Donc, c'est vraiment là où on voit que c'est assez flexible, et l'idée, c'est que ce soit joli, agréable à utiliser, que ça rende service au quotidien. Les données brutes qui se cachent derrière voilà, cette carte, c'est celle-ci. Hein, simplement, ici, je les ai affichées en mode tabulaire. Donc ça, c'est remonté par l'agent Arc. Hein, il n'y a rien à faire. Mettre juste des tags au moment de l'enrollment. Voyez, on a des versions d'OS, on a un certain nombre de choses. Et puis, on a un petit champ qui s'appelle Properties, qui est voilà, au format JSON et qu'on peut éclater et récupérer. Donc voilà un premier exemple voilà, graphique en utilisant les tags. Moi, en tout cas, je trouve que c'est assez utile, et la plupart des interactions clients que je peux avoir trouvent également que c'est utile lorsque l'informatique est un peu excentrée et a de nombreux data centers. Deuxième exemple ici, moi lorsque j'arrive en général, le déploiement a déjà été fait avec des équipes locales et ainsi de suite, et cet exemple-là est assez intéressant pour moi. C'est une requête assez simple qui permet de voir globalement la liste des bases de données qui sont disponibles dans Log Analytics. Donc derrière, ça me donne quoi comme information? En gros, quels sont les composants qui ont été déployés, et ensuite évidemment quelles sont les requêtes Cousteau que je vais être capable d'exécuter. C'est pour ça que si vous chargez l'exemple que je viens de vous montrer dans votre environnement, vous pourriez avoir des requêtes qui ne fonctionnent pas ou qui génèrent des messages d'erreur. C'est juste simplement parce que le composant derrière, par exemple, on a déployé Log Analytics, mais on n'a pas spécifié les compteurs de performance que l'on veut récupérer. Si on fait une requête de type perf, en gros, donne-moi la liste des compteurs de performance, on aura un message d'erreur où on nous dira il n'y a aucune donnée qui a été remontée. Si vous n'avez pas déployé le composant permettant d'analyser les flux interprocess, interserveurs, donc la cartographie réseau, eh bien, vous n'aurez pas ces bases qui vont apparaître. Donc, c'est assez utile aussi pour voir un peu voilà, quel est l'environnement avec lequel on interagit et ce qu'on va être capable de faire. Autre chose aussi intéressante, vous avez un certain nombre de services dans Azure qui sont disponibles gratuitement pendant une trentaine de jours. Je prends un exemple très classique que je propose à tous les clients en général. Quand vous avez 100 ou 200 serveurs de déployés, que vous n'avez pas utilisé par exemple le composant de sécurité serveur disponible dans Azure, Defender, ex-Defender, eh bien pourquoi ne pas l'utiliser puisque vous avez un trial de 30 jours. Et donc ça, c'est une requête là aussi qui va requêter les données disponibles dans Azure. Hein, donc
donc ressource graph, qui va vous permettre de voir combien de jours sont encore disponibles au niveau du composant Defender pour les machines. Vous cliquez ici sur le lien et vous voyez ici que j'ai 0 jours de disponible parce que je suis dans un environnement de démo Microsoft et que j'ai pas, voilà, je suis pas un client, mais sinon vous allez voir 30 jours et vous allez être capable de l'utiliser. Donc pendant 30 jours, sur vos 100 ou 200 serveurs qui ont l'agent Arc, vous allez être capable d'analyser en deep dive la sécurité. Je trouve que c'est une grosse valeur, c'est intéressant de le mettre en avant. Rappelons que là, effectivement, c'est des composants qui sont installés au travers des mécaniques d'extension de Arc, extension sur les serveurs, extension sur les clusters. À tout moment, bien entendu, vous pouvez, par une simple requête auprès d'Azure, auprès des API d'Azure, faire le ménage sur l'ensemble en fait, de ces ressources, parce que simplement, on va simplement dire sur la machine Arc Intel ou l'ensemble des machines Arc, retire l'extension quelque chose. Et là, vous envoyez l'ordre à Azure qui ensuite va le répercuter au travers des communications du provider vers les agents qui sont déjà installés. Exactement. Continue petit discovery, ici une autre requête, donc en l'occurrence qui va chercher des compteurs de performance. Donc cette requête, l'idée, alors là aussi ça peut paraître drôle, mais la plupart du temps ça fonctionne très bien, c'est d'identifier parmi mes 100, 200, 1000, 3000 machines, quelles sont les machines qui ont un espace disque inférieur à 20% ou à 10% ou à 5%. Donc dans mon environnement, évidemment, j'ai gardé le titre inférieur à 20%, même si je n'ai pas mis de filtre particulier parce que mes machines ont plein de disques. Vous voyez, donc toutes les machines qui sont inférieures à 99% d'espace disque, donc voilà, c'est très parlant, mais pour vous donner un retour d'expérience, la plupart du temps, on a des machines qui ont moins de 5% d'espace disque, ça peut être des machines de production, ça peut être aussi des machines de développement et ainsi de suite. Donc là, on valorise en fait l'utilisation des compteurs de performance, notamment du compteur de performance lié au disque et évidemment au pourcentage d'espace disque disponible, et à travers cette requête Cousteau que l'on affiche cette fois-ci avec des petits carrés et puis un visualisateur de type avec des petits carrés assez intéressants, on est capable de voir très rapidement, encore une fois, on est dans la section Overview, en haut niveau, de voir un petit peu l'état de cette machine. Et c'est un autre moyen également quand on fait du FinOps, c'est qu'on essaie en gros de limiter le gâchis, de également voir à l'inverse, par exemple, de lister l'ensemble des machines qui ont 90% d'espace libre. Ça veut peut-être dire finalement on a acheté des machines ou on a des machines chez d'autres fournisseurs de cloud qui sont un peu surdimensionnées par rapport aux besoins. Là, tu as donné l'exemple effectivement de la capacité de disque, mais on pourrait faire la même chose avec les CPU, la mémoire, et du coup détecter là aussi peut-être pour les environnements Arc, enfin les environnements hors de Azure, mais Arc, de dire est-ce que là peut-être on n'a pas mis des trop grosses choses, quoi. Voilà. Exactement. Et le CPU en effet est assez utilisé également. Et tu as raison de le mettre en avant. Alors d'autres exemples rapides, vous voyez ça, cette carte, c'est la même requête que tout à l'heure, simplement au lieu d'utiliser le tag avec le pays, ici on va utiliser ce que Azure a détecté de cette machine, à savoir son adresse IP publique. Donc vous voyez 14 machines en Hollande où je fais tourner la plupart de mes VM. Vous voyez 10 machines en France, en gros mon adresse IP à la maison, ça c'est mon PC et un hyperviseur, et puis une machine qui tourne en Angleterre. Donc c'est une autre façon de représenter sur la carte du monde évidemment ces éléments. Bon, d'autres exemples avec des petits filtres sur les machines Linux, voilà mes machines Linux. Donc on peut faire un certain nombre d'exemples comme ça et on peut aller très loin autour des journaux d'événements. En préparant un peu cette session, j'ai vu que mon PC, par exemple, générait énormément de journaux d'événements. Et je pense que c'était intéressant de faire une pause sur cet exemple. Souvent, on dit combien coûte la plateforme de monitoring, puisque l'on paye évidemment à l'usage et à la quantité de données. Là où c'est très intéressant, cet exemple, c'est de voir que finalement, j'ai ici un grand nombre d'événements, il y en a 5 par seconde, qui est généré par un driver sur ma machine et qui me génère énormément de données. Donc si je laisse en l'état les choses, je vais collecter une grosse quantité d'informations, je vais donc les payer, la notion d'ingestion de données, d'ingress. Je vais les stocker et finalement, quelle est l'utilité? Elle n'est pas très haute. Donc là, on va évidemment analyser ça et on va se dire, on va essayer de fixer le problème à la source. Et en l'occurrence, c'est un problème de driver sur ma machine, problème connu par l'éditeur de ce driver. Et il va falloir que je le fixe. Si j'étais en environnement de production, évidemment, il faudrait que je le fixe très rapidement. Et le fait de collecter toutes ces données du journaux d'événements, et pourtant les journaux d'événements existent depuis des années, des dizaines d'années, le fait de pouvoir faire des requêtes, de pouvoir faire des feeds, des tops, et ainsi de suite, on va être capable d'identifier les choses qui sont finalement anormales, de pouvoir très rapidement, évidemment, les régler. Voilà, plein d'autres exemples dans la partie overview. Ici, un autre exemple pour requêter la base de données
de support d'Azure et là en l'occurrence ce sont des alertes de maintenance planifiée où on voit que voilà sur France Centrale il y a en in progress un upgrade des app services. Vous pouvez aussi avoir, là je n'en ai pas, mais des outages. Donc vous voyez, on peut récupérer des données de différentes sources d'informations, les agréger, les structurer dans des sections et derrière faire en sorte que finalement cette section corrèle des infos qui entre elles font vraiment sens. Ça peut être une business unit, ça peut être une application métier, ça peut être comme ça une notion d'overview, ou ça peut être des thématiques, le réseau, la sécurité. Donc voilà une petite introduction dans la section overview que je vais évidemment minimiser. Comme vous le voyez, on pourrait passer énormément de temps. Je voudrais vous montrer deux autres éléments et après on va voir au fil de l'eau. Deuxième élément, c'est la partie coût. Là aussi, je vous recontextualise. Lorsqu'on démarre un projet de type hybride, de type ARC, évidemment, on va utiliser 10, 20, 50, 100 machines. Je l'évoquais tout à l'heure, à partir de 100 machines, ça devient intéressant. En dessous, on a très peu de données représentatives, mais on pourrait, par exemple, se focaliser sur un data center et dire on va faire 100 machines d'un data center et ensuite en tirer des enseignements. Mais derrière arrive très rapidement la thématique du coût. Et donc, en fait, là aussi, par défaut, dans ce workbook, vous n'avez pas besoin de le faire, par défaut, vous avez un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre tous les jours d'être capable de se dire, bah voilà, j'ai déployé 50, 100 machines, j'ai déployé tel composant, par contre tel et tel composant, je ne l'ai pas déployé, quel est le coût associé, et à la fin de vous dire, bah, finalement, en fonction du nombre de machines et des composants que j'ai déployés, où se trouve ma valeur par rapport à mon coût. Donc vous voyez ici dans mon lab, qui est très léger évidemment, vous voyez ici la somme des coûts par jour, je suis à 50 centimes d'euros, moins de 50 centimes. Et surtout, ce qui est intéressant, vous imaginez qu'on est par exemple à 100 ou 200 euros par jour. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le composant qui génère cette consommation, cette quantité évidemment de données collectées et donc de prix à l'arrivée. Je vous donne un exemple concret. Vous avez l'outil d'analyse réseau qui est très puissant. À chaque fois qu'il y a une session TCP ou UDP qui est montée, il est capable de récupérer évidemment le FQ2N utilisé, l'adresse IP destination. Bref, il nous donne des informations sur la cartographie réseau de façon très détaillée, super composant à déployer, mais il génère beaucoup de logs puisqu'il y a évidemment beaucoup de sessions TCP. Donc si à un moment donné, le client s'aperçoit que voilà, c'est une grosse source de consommation, il n'a pas forcément le budget, il va à ce moment-là se dire comment je peux le valoriser à l'échelle du cloud. Et bien, par exemple, on va dire on va activer ce composant 3 jours par semaine ou 3 jours par semaine, mais 1 semaine par mois et ainsi de suite, et donc être capable derrière de valoriser ces données au maximum et d'être en mesure de refaire une cartographie une fois par mois. Et donc c'est ce type d'outil qui va permettre de comprendre un petit peu comment sont collectées les données. Là, on parle bien de log analytics, il peut y avoir d'autres composants. On a même des graphes sur la journée, à quel moment, évidemment, ça consomme et à quel moment on en consomme moins. Et ici, de façon toute bête, combien ça a coûté hier, je multiplie par 30, et donc on a un coût au mois au niveau de la plateforme. Donc pour moi, c'est très utile parce que dans l'interaction avec le client, on ajoute, on retire des composants, on est capable de se projeter en se disant, bah, si on a 100 machines, mais qu'on en a 2500 machines, combien ça me coûterait? Ah non, j'ai pas le budget, je peux pas faire comme ça. Et donc comment on va pouvoir ajuster avec le modèle économique du cloud, en activant, désactivant, en jouant un petit peu sur les seuils, comment on va être capable de faire fonctionner évidemment cette plateforme. Et ça permet vraiment, après le POC, de se projeter en mode pré-production, voire production, et donc c'est vraiment très utile. Donc une section détaillée sur l'analyse des coûts avec plein d'autres requêtes que je vous passerai ici. Mais qui sont c'est très important cette partie-là, effectivement, de savoir combien les logs vont générer, parce que rappelons qu'effectivement le Azure Arc, un agent Azure Arc, qu'il soit sur un serveur ou qu'il soit sur un cluster Kubernetes par exemple, l'activation de la fonctionnalité elle est gratuite en tant que telle. Ce qu'on fait payer plutôt c'est les services d'Azure qui vont permettre d'enrichir l'expérience d'administration de ce serveur ou de ce cluster hors des périmètres des data centers, mais qui est matérialisé comme étant une ressource Azure. Et effectivement, généralement, le premier composant qu'on a tendance à poser, et c'est légitime parce que c'est probablement le plus intéressant, tu nous le démontres ici, c'est de poser l'agent de monitoring qui va envoyer des logs. Et effectivement, chaque fois, moi, on me pose la question, on me dit, et du coup, ça remonte combien de logs? Et ma réponse est toujours la même, ça dépend. Une machine qui ne fait rien, qui n'a pas d'activité, va générer peu de logs. Une machine qui a beaucoup d'activité ou qui a un composant qui a un problème, comme ton driver par exemple, va cracher du log. Et donc du coup, plus on envoie du log, plus il doit être traité
pour être mis en base de données dans Azure Log Analytics, et c'est ce coût-là en fait qui peut être important. Donc pour le coup, ça dépend, j'ai envie de dire, effectivement, c'est l'objet de tester, de poker tout ça, de faire donc un proof of concept, et d'avoir effectivement derrière des informations qui sont représentatives de votre environnement. Je ne peux pas vous dire entre deux clients combien chacun va payer. Ça dépend de son application, ça dépend de l'usage qui est fait derrière, etc. Oui, dans mon lab, j'ai une machine qui crache beaucoup de logs, par exemple, qui s'appelle Caméra, sur lequel je prends des photos et on fait un peu d'intelligence artificielle derrière. Eh bien, en production, il faut que je regarde ça en particulier et regarder si les logs collectés sont de bonne qualité. Donc, il y a vraiment une approche, je dirais, méthodologique derrière et qui est évidemment très importante si on regarde les données. Oui. La même façon aussi, quand tu vois les différents types de logs qu'on peut avoir, ça se paramètre ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un paramétrage qui est par défaut, qui va prendre certains éléments. Souvent, les gens font péché de gourmandise en disant non, j'active tout, on verra. Activer tout a un coût, parce que ça veut dire qu'on envoie plus d'informations, et si à la fin, finalement, on n'en fait rien de cette information, en gros, on la déverse quelque part et on ne l'utilise jamais, mais on la paye. Donc, c'est intéressant également de se poser la question de quoi j'ai besoin finalement. Si j'ai juste besoin d'avoir 4 compteurs de base, en gros, CPU moyen, mémoire moyen, usage des disques, et puis réseau envoyé, réseau reçu, c'est pas la peine de tout prendre. Est-ce qu'on a besoin de prendre tous les éléments de type information? Pas forcément, peut-être qu'on est plus intéressé par les erreurs et les warnings. Donc voilà, il faut avoir cette approche aussi de se dire, toute action, toute information a un coût. Et est-ce qu'on l'utilise après ou pas? Si on ne l'utilise pas après, on peut peut-être dire, je vais juste prendre je vais remonter par exemple par mes agents uniquement les messages d'erreur et les warnings. Les informations, je m'en moque, j'en ai pas vraiment besoin. Parce que de toute façon, elles sont quand même stockées localement dans la machine, dans les journaux d'événements. C'est juste qu'on les envoie en plus vers Azure. Mais si on ne s'en traite pas dans Azure, voilà. Et l'approche, Stanislas, de on prend tout est intéressante parce que quand on POC sur un périmètre réduit, une centaine de machines, et qu'on a cette visibilité à la journée, c'est très facile de dire je vais ouvrir au maximum les vannes en termes de composants, je vais être capable de collecter les données dans ce workbook. Si j'ouvre l'ensemble des sections que je vous ai montrées volontairement fermées et que je fais fichier imprimé en PDF, je vais avoir une photo à un instant T technique, par exemple après 10 jours d'évaluation. Je peux très bien dire derrière, j'arrête tout. Bing. Je vais travailler, j'ai des problèmes sur les logs, j'ai des problèmes réseau, j'ai des problèmes de config, et je peux redémarrer la plateforme si j'ai envie 3 semaines après. Donc il y a un modèle économique et technique autour du cloud qui est très intéressant, et on peut se permettre d'ouvrir les vannes sur 100 machines, on peut évidemment pas se permettre d'ouvrir les vannes sur 2500 machines au doigt mouillé, d'où l'importance d'avoir ces deux étapes, et c'est pour ça que faire un POC sur 5 ou 10 machines n'a pas grand intérêt, parce que vous voyez qu'on rate évidemment beaucoup de capacité en fait du modèle pour analyser l'existant et en valoriser les données. Et, écoutez, passons, je vous propose deux autres démos, une autour de la partie réseau que je trouve vraiment très intéressante, et puis je vous montrerai comment on exploite des variables dans le cadre des compteurs de performance. Donc, comme tout à l'heure, un onglet dédié à la partie réseau et notamment à Map. Donc Map, pour vous redonner le contexte, vous déployez Log Analytics l'agent, vous rajoutez un composant qu'on appelle une extension, et à partir de ce moment où l'extension est installée, cette extension va regarder deux choses, la liste des process qui tournent, les process ID, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il y a une montée de session TCP UDP, ce composant va capter non pas la donnée qui transite, mais les paramètres, les métadatas de cette partie réseau. Et il va capter d'autres choses au niveau de la configuration de la machine. Bref, il va zoomer la partie réseau. Et l'objectif, c'est de faire la carte des dépendances entre des communications, des dépendances entre machines pour un périmètre donné. Ce qui permet de dire, par exemple, quand je fais une migration, faut que je prenne toutes ces machines-là parce qu'elles travaillent ensemble. Ou alors de détecter effectivement ce que c'est normal que d'autres machines parlent à ma machine. Voilà. Exactement. Et c'est évidemment important parce que la plupart du temps, quand on est ingénieur réseau, on va regarder la qualité de la ligne, on va regarder les filtres, les firewalls, les choses comme ça, mais on ne va pas forcément travailler sur cette cartographie. Donc, vous voyez, les données qui sont remontées sont par exemple des données un petit peu plus fines de configuration de mes différentes machines, lorsqu'elles ont plusieurs adresses IP et ainsi de suite. On voit évidemment, comme il regarde les process et les adresses IP, il en profite pour shipper un peu les versions de process. Donc, vous allez peut-être, tiens, vous voyez, ici, il y a du trafic qui vient depuis Excel, des choses comme ça. On peut faire des statistiques
classique, par exemple, de dire, voilà, donne-moi la liste des vendors, donc des éditeurs de logiciels qui tournent sur mes machines. On voit évidemment du Microsoft, on voit que certains composants, voilà, ont différents noms sous Microsoft, on voit du Logitech, du Qualys, on voit du HP, et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, c'est intéressant, mais on est plutôt en environnement voilà, de découverte. On peut faire des analyses un peu plus graves de quantité de données qui rentrent ou qui sortent. Bon, là, je l'ai fait sur toutes les machines, ça n'a pas grand intérêt, mais on peut zoomer sur une machine en particulier. Là où ça devient intéressant, c'est de regarder des requêtes un petit peu plus précises et de regarder finalement où se trouvent les flux vis-à-vis de l'Internet. Donc je vais dans le visualisateur de type graphique, vous l'avez vu tout à l'heure, donc voilà la localisation de mes machines au sens IP public, comme vous le savez, elles sont en France ou en Europe, mais c'est assez intéressant de voir que MAP a vu des connexions TCP avec des machines qui, elles, se trouvent à l'extérieur de mon réseau privé, à l'extérieur de mon, on va dire, de mon périmètre un peu de sécurité, et on voit énormément de trafic en Europe, mais également aux États-Unis et également en Asie. Donc, en préparant là aussi cette démonstration, je me suis dit, mais qu'est-ce que vient, voilà, c'est quoi le trafic là qui part en Inde ou à Singapour et ainsi de suite. Donc, simplement en adaptant un petit peu les process custo, on rajoute quelques where computer égale, en l'occurrence, c'est ma machine ici, eh bien, j'ai été capable d'extraire pour ma machine la liste des process qui font des connexions avec Singapour. Donc, vous voyez déjà, j'ai réussi à zoomer vraiment la thématique, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle à Singapour? Eh bien, on connaît quelle est la machine, on connaît les process, évidemment. Ensuite, on a les adresses IP de destination, on sait si du 443 ou 80, mais on a également un autre élément qui est intéressant dans cette analyse, c'est que la machine, lorsqu'il s'agit d'une connexion qui a utilisé un FQDN, va être capable de récupérer le FQDN au passage. Et donc ici, vous voyez par exemple que j'ai des connexions avec des sites qui sont liés à Azure, d'autres qui sont liés à Office, donc à Microsoft, donc je vais pouvoir évidemment zoomer. Je vois des sites, tiens, c'est pas du Microsoft, donc je vais pouvoir faire quelques investigations, de DigiCert. Je vois un site ici qui s'appelle Zemandata, et en face, je sais quel est le process qui l'a utilisé. Donc je m'aperçois que Edge, par exemple, parle à ce service, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, on mêle des notions système, des notions de sécurité, des notions de réseau, et ça va on va être capable de corréler ces données avec des visualisateurs lorsque ça fait sens, et également des affichages un petit peu plus texte, et ainsi de suite. Là encore, ici, on parle de plein de sujets, parce que tu as tout regroupé, toi, dans un workgroup de démonstration, quelque part. Mais après, effectivement, on peut imaginer que chaque équipe, en fonction de ses besoins, crée ses propres workbooks pour, effectivement, savoir où est-ce qu'on communique, est-ce que les gens utilisent l'application depuis où, etc., etc., quoi. Bien configuré, est-ce que mes proxys sont bien configurés? Vous voyez, ça peut ouvrir voilà, le champ des possibles. Et Stanislas, tu en parlais tout à l'heure, toutes ces données brutes, en fait, lorsqu'on fait par exemple un projet de Move to Cloud et qu'on se dit, voilà, j'ai 3000 machines à migrer, je suis obligé de créer des vagues de migration. Donc, je suis obligé d'identifier les machines qui parlent beaucoup entre elles pour être capable de dire le week-end prochain, je vais cibler ces 50 machines parce qu'elles parlent beaucoup entre elles pour des questions de performance, pour pas écrouler le réseau et ainsi de suite. Donc, on est capable de prendre ces données très intéressantes et de les analyser. Alors, malheureusement, le workbook est un peu limité en termes de puissance de calcul et ainsi de suite, donc on ne peut pas utiliser les visualisateurs du workbook, mais dans ce cas-là, on fait simplement un fichier, voilà, un export des données collectées par Log Analytics dans un fichier texte délimité, on l'importe dans Power BI, et voilà un exemple avec un visualisateur de type graph dans Power BI, donc là c'est ici juste un screenshot pour montrer le potentiel, vous adaptez, vous avez des notions de zoom ici, vous êtes capable de voir, et vous pouvez identifier quelles sont les machines qui parlent beaucoup entre elles, quels sont les clusters de machines qui parlent beaucoup entre elles. Vous voyez, vous avez des petits clusters ici qui apparaissent. Donc, c'est des petits outils, des approches assez intéressantes. C'est quand même une grosse quantité de données. C'est pour ça qu'on a besoin de passer en Power BI pour avoir vraiment un calcul voilà, un petit peu plus puissant et une visualisation un petit peu plus puissante des données collectées. Et donc, ça, c'est le service de cartographie qui fait partie donc de Log Analytics au niveau réseau et qui s'appelle MAP, que vous activez directement au sein de Log Analytics. Et qui sera installé sur les machines Arc sous la forme d'une extension. Et donc, il y aura un agent supplémentaire qui sera installé en tant que logiciel sur la machine au travers de Arc. Je ne rentrerai pas dans tous les onglets. On a parlé un petit peu des événements, des journaux d'événements. La partie inventaire est très intéressante puisqu'on va être capable d'inventorier complètement tout ce qui tourne sur les machines pour mettre à jour des CMDB ou autres. Par exemple, moi, il y a une chose que je fais souvent, c'est d'identifier évidemment ce qui tourne chez les clients, mais d'être capable d'identifier très rapidement les différentes versions d'un logiciel. Par exemple, vous avez
Là, j'ai ici WinRAR. Volontairement, j'ai installé différentes versions. Est-ce qu'il est normal d'avoir WinRAR? Oui, non. Deuxièmement, est-ce qu'il est logique d'avoir plusieurs versions? Parce que des versions plus anciennes, ici la 5.61 par rapport à 6.11, peut embarquer des thématiques, des problématiques de sécurité ou autres. Donc, c'est important d'avoir cet assessment en permanence au niveau des infrastructures. Et c'est, bon, ça paraît idiot, mais l'inventaire des logiciels, hein, qu'ils soient d'ailleurs Windows ou Linux, fait partie voilà, des grosses valeurs que l'on peut avoir. Et ici, on va être capable de faire des requêtes un petit peu plus précises. Je ne vous les passerai pas une par une. Ici, on a des clusters Azure Stack HCI. Donc là, vous voyez mon lab, on peut voir les machines, on peut voir combien de machines sont intégrées au cluster, on peut voir les journaux d'événements spécifiques à la plateforme hyperviseur de Azure Stack HCI. Bref, on peut faire plein de choses. Le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est cette partie-ci. Vous voyez qu'on est capable d'utiliser des variables, soit comme on l'a fait tout au début de la présentation, où j'ai dit que j'étais avec le client Stan, ou avec des listbox qui sont elles-mêmes le résultat de requêtes envoyées par exemple en Log Analytics. Ici, on va être capable de conditionner des requêtes custo de comptoir de performance sur la base de sélection qu'on a pu faire ici. Donc, par exemple, ici, derrière se cache une requête, donne-moi la liste des machines détectées. Très bien, il m'affiche une liste. Ici, je vois une liste de machines qui sont détectées par la plateforme. C'est une requête custo, donc on envoie un certain nombre. Et derrière, j'ai conditionné certaines requêtes au fait que, donc là, j'utilise une variable dans la requête et non le nom de la machine directement. Et on va être capable d'afficher donc ces compteurs de performance en fonction des filtres que j'ai présélectionnés. Et ça devient quelque chose, cette fois-ci, d'un petit peu plus interactif. Et on est capable d'utiliser ça de façon assez intuitive et de ressortir les données un petit peu plus en mode discovery, un petit peu plus en mode débugage, si on veut le voir ainsi, avec la possibilité de rafraîchir ces données et ainsi de suite. Donc voilà en gros quelques exemples très avancés et l'intérêt, selon moi, de ce type d'approche, c'est vraiment, encore une fois, vous allez sur mon site web, tout en bas, il y a un article dédié à ça qui réexplique un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc, on retrouve bien ici les différents scénarios de data center, Windows, Linux, les différents cloud providers, les différents composants qu'on a vus ensemble. Donc, il suffit d'aller tout en bas, vous téléchargez encore une fois ici le fichier, copier-coller comme je vous l'ai montré au début, et vous bénéficiez de l'ensemble, évidemment, de cette démonstration, de ce que je viens de vous montrer. Si vous avez des idées, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me contacter, ce sera avec grand plaisir. Et ce rapport a vocation à évoluer une fois par mois. Je remettrai une mise à jour au fil des rendez-vous et des expériences que je peux avoir sur la thématique de l'hybride, qui encore une fois est très 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 large. Voilà Stanislas, je ne sais pas si tu as des questions complémentaires ou si tu voulais des précisions, mais ça me paraît un très bon échange. Eh ben, écoute, merci Frédéric, malgré les petits problèmes de réseau qu'on a eu. Merci encore d'avoir fait ce workbook, parce que même si les gens de Corp ont un peu travaillé sur le sujet, très honnêtement, ils sont largement de ça, de ce que tu as pu faire comme workbook. Et là, pour le coup, on a bien plus expliqué de A à Z comment en fait les réutiliser proprement, et puis après, vous le customisez, et puis vous avez compris le principe, hein. Je rappelle que dans les quand vous allez dans Azure Monitor et que vous regardez la partie Insight et qu'on vous met des jolis graphiques liés à Kubernetes, liés à SQL, etc., c'est des workbooks en fait derrière qui sont faits. Donc tout le monde utilise la même techno derrière. Après, effectivement, plus on avance dans l'utilisation, plus on peut faire des choses un peu jolies et un petit peu évoluer. Mais déjà avec ton exemple, vous avez déjà de quoi de faire des choses assez intéressantes au niveau de Arc. Donc dans tous les cas, vous aurez l'ensemble des liens de l'article de Fred pour pouvoir aller télécharger ce workbook et donc l'utiliser. Ce sera dans le lien de la description. J'allais mettre également son lien vers son profil LinkedIn. Vous pouvez le contacter par ce profil. Et puis il nous reste à vous dire au revoir et à bientôt. Vous pouvez vous abonner sur cette chaîne ou liker la prestation de Frédéric. Merci Frédéric et à bientôt. Merci Stan et bonjour à tout le monde. Très bonne journée.